Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Thierry Lolo et j'interviens à la demande du service vie associative de la mairie de Chassieux. Le thème de ce soir est comment conserver le lien avec les bénévoles et les adhérents. Donc, j'habite Annecy, je suis spécialiste de l'économie des clubs sportifs amateurs avec comme domaine d'expertise la pérennisation économique de l'emploi sportif. Et j'emploie pour ça euh, deux solutions qui s'appliquent quelles que soient finalement les associations, c'est-à-dire le bénévolat et la fidélisation des adhérents ou des pratiquants. Alors, je suis toujours impliqué dans le mouvement sportif, c'est-à-dire de l'autre côté de la barrière, en tant qu'instructeur bénévole de planeur, on va dire animateur pour ceux qui ne sont pas dans le monde sportif. Et j'étais jusqu'au mois de Est-ce que décembre vous pouvez dernier parler trésorier. un petit peu plus fort? Là, j'ai le son à fond, mais je vous entends Ah très, bon? très faible. Oui. Alors, ça c'est embêtant. Et je disais, je suis également anciennement ancien trésorier de mon ski club à Annecy-Vieux, voilà, jusqu'en décembre dernier. Donc, je connais le fonctionnement des associations de l'intérieur. En ce qui concerne le webinaire de ce soir, je vous propose quelques règles du jeu qui vont permettre une meilleure communication entre nous. La première, c'est lorsque vous ne parlez pas, je vous demanderai de bien vouloir éteindre votre micro. Et un peu de la même façon, ne pas interrompre les personnes qui sont en train de parler, c'est-à-dire que ce soit moi ou une personne qui pose une question. Vous avez la possibilité de lever la parole, de lever pardon, la main pour prendre la parole. Donc pour ça, vous allez dans la barre de menu participants et là, vous avez la possibilité de lever la main. Je vous invite ce soir, comme les autres soirs, à poser des questions. Moi, j'adore quand ces webinaires sont interactifs. La première des raisons, c'est que je ne prétends pas tout savoir, ni tout vous expliquer, et que dans chaque ville, dans chaque domaine associatif, des gens ont trouvé des solutions qui sont parfaitement adaptées à leur contexte. Et le but de ces webinaires, c'est justement de pouvoir partager les bonnes pratiques. Donc, je vous invite vraiment à intervenir pour partager une expérience ou me demander de reformuler si vous n'avez pas compris. Voilà. Alors, dernière chose, donc je l'ai dit tout à l'heure, ce webinaire est enregistré, mais bon, comme vous l'avez constaté, on n'a pas la vidéo. Ceci dit, nous allons y aller. Alors, le thème de ce soir, comment garder le contact avec les adhérents et les bénévoles. Donc, vous avez certainement constaté au cours des différents confinements que certains adhérents, certains bénévoles perdaient pied et commençaient à ne plus répondre à vos sollicitations. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi et surtout trouver des solutions pour éviter ce phénomène. La première des choses que je vous inviterai à faire, c'est de vous occuper des gens qui sont toujours impliqués. Et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, on viendra dans le cœur du sujet, comment accompagner un adhérent qui, lui, est démotivé, comment accompagner un bénévole qui est démotivé. Et nous verrons, pour terminer, quelques outils pratiques. Ce sont des outils que vous pourrez télécharger lorsque vous recevrez la présentation que j'adresserai dès demain matin au service vie associative. Alors, première question que je vous pose. Quand détectons-nous une démotivation ou un abandon? Parce que certains peuvent témoigner d'avoir constaté des abandons ou de la démotivation chez certains de vos bénévoles. Et quelle forme cela a pu prendre? N'oubliez pas de réactiver votre micro avant de prendre la parole. Oui, Corinne, allez-y. Oui, et ben, généralement, quand on envoie des mails, par exemple, ou, pour garder le lien, le contact, et ben, ils répondent plus. Oui. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, il y en a qui disent: «Bah non, maintenant je suis habituée, j'ai pris une autre routine de vie et bah, je suis plus motivée, quoi». OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter un autre témoignage? Oui, pour Odette Bassinet, pour la gym. Oui. Alors nous, on n'a pas eu de démotivation des bénévoles du bureau, qui est resté plutôt dynamique et soudé. Mais par contre, on a eu quelques abandons de nos adhérents. Voilà. Donc ça, c'est très marginal. Ça s'est produit, on va dire, donc des adhérents qui s'étaient inscrits
et qui, au mois de novembre, voyant le confinement arriver, ont voulu quitter la gym, ils nous ont demandé le remboursement. Mais c'était quand même une très, très faible minorité par rapport aux 260 adhérents. On a dû avoir au total moins d'une quinzaine. D'accord. C'est très bien, ça nous donne un ordre d'idée. Alors, par contre, ce que l'on entend au travers de vos 2 témoignages, c'est qu'à chaque fois, on va détecter l'abandon ou la démotivation après coup. Et là, ça veut dire qu'on a perdu du temps, on n'a pas été suffisamment réactif. Du moins, c'est ce que les premiers confinements nous ont enseigné, c'est qu'il y a peut-être moyen d'anticiper ce temps où la personne justement a le temps de réfléchir et de peut-être, et pour certains, choisir une autre activité ou d'arrêter ou de demander un remboursement. Voilà. Donc, lorsque vous êtes intervenu, je pense aux 2 personnes qui viennent de parler, vous pouvez à nouveau baisser la main, sinon vous ne pourrez plus relever la main. OK, merci bien. Alors, pour ça, je me suis attaché à comprendre quelles étaient les conditions de démotivation des adhérents et des bénévoles. Oui, Daniel, je vois que vous levez la main. Oui, j'avais levé la main et c'était simplement pour ajouter une chose, pour compléter ce qui vient d'être dit par les 2 autres personnes. Moi, je représente Chassieux Toscane. C'est vrai que concernant les mails, mais moi, je fais une différence pour ce qui est des bénévoles du bureau, il n'y a pas de souci. Nous avons gardé largement 100% des personnes motivées. Pour tous ceux qui ont suivi des cours, il y a eu un abandon, mais qui n'a pas été fait suite à des mails non répondus, mais qui a été fait au début de la reprise de septembre. Mais c'est marginal, hein. Là, il y a eu 3 personnes. C'est parce qu'elles n'avaient pas envie de reprendre dans les conditions dans lesquelles on reprenait à l'époque, c'est-à-dire masqué, distancié, etc. Bon, et puis par la suite, ne voulaient pas suivre les cours en Zoom. Et il y a une 3e catégorie d'adhérents qui sont des adhérents qui sont tout à fait ponctuels, qui ne viennent que pour des situations festives, c'est-à-dire lorsqu'on organise une séance de cinéma, une conférence sur l'Italie, un repas dansant. Et là, c'est vrai qu'on a eu une désaffection qu'on a ressentie au moment du vote de l'AG, que l'on a fait forcément en distanciel. Et il y a eu disons peut-être 30% de gens qui n'ont pas répondu dans les 15 jours au mail de participation au vote de l'Assemblée générale. Voilà. D'accord. Mais c'est uniquement des cas de gens qui viennent que pour des événements festifs. D'accord. Donc là, effectivement, il y a 3 catégories de personnes dans votre association. Alors, les conditions les plus fréquentes là, rencontrées en termes de démotivation ou de désengagement des adhérents qui ont conduit justement soit à l'arrêt d'une activité et même parfois à une demande de remboursement, ça va être dans un premier temps l'absence de contact. Par absence de contact, je veux dire par là que des associations se sont mis en sommeil dès le début du premier confinement. Quand j'entends lorsque je dis se mettre en sommeil, c'est-à-dire que les activités, bien sûr, ont été arrêtées, mais que dans le même temps, il n'y a pas eu l'effort de poursuivre la communication à destination des adhérents. Donc, lorsque les gens sont sans information, forcément, ils se posent des questions. Et ça, c'est la première cause de démotivation et d'insatisfaction des adhérents. C'est, voilà, la situation a brusquement changé et on n'est pas informé. Donc, comment est-ce que je dois le prendre? Surtout que les statuts, les règlements intérieurs n'ont pas prévu ce cas de figure, puisque évidemment, c'était une grande première pour tout le monde. Donc, si on n'explique pas aux gens ce qui va se passer, forcément, il y a incompréhension et il peut y avoir litige. La deuxième cause, toujours vis-à-vis des adhérents, c'est l'absence de dialogue. C'est-à-dire qu'on peut avoir des associations qui ont envoyé beaucoup d'informations. Beaucoup, dès le début, ont largement utilisé l'email parce que l'email était le moyen, je dirais, un peu habituel de contacter les gens. Mais l'information était directive, c'est-à-dire qu'elle venait de l'association vers l'adhérent. Et toujours au début de ces premiers confinements, il n'y avait pas cet effort, cette envie d'aller chercher le ressenti des personnes. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, faites ceci, faites cela, voici les conditions d'accès à nos activités, mais on ne leur demandait pas leur avis, on ne leur demandait pas de suggérer d'autres possibilités. Et puis, un 3e cas de figure qui est
moins fréquent pour les adhérents, c'est l'absence d'action. Alors, j'entends par absence d'action non pas l'arrêt des activités, mais je dirais l'arrêt des activités, je dirais, périphériques à l'association. Vous allez me comprendre pourquoi je parle de ça, parce que on en reviendra sur c'est ce que j'utiliserai pour les bénévoles. Donc, comment réduire les causes, c'est-à-dire comment réduire ce temps de latence entre le fait que les personnes ne soient pas informées ou elles aient le temps de réfléchir sur leur possibilité d'arrêter l'activité. S'il y a absence de contact, il faut bien évidemment garder le contact. Et le but de ce webinaire, c'est que vous expliquez pourquoi et comment. Dans l'absence de dialogue, c'est écouter, donc faire remonter l'information, faire remonter les ressentis. On verra qui sont les personnes les plus appropriées pour faire ce travail. Et puis, pour l'absence d'action, c'est comment peut-on impliquer les gens. Voilà. Alors, organiser cette remontée d'information. Pourquoi c'est important de le faire? D'abord, parce que les personnes, qu'ils soient adhérents ou bénévoles, ne vont pas dire spontanément qu'ils sont satisfaits ou pas satisfaits. Il va falloir leur tendre la perche. Alors, ça va fonctionner seulement si la formation s'organise pour faire remonter l'information. Et la meilleure façon de le faire, c'est qu'il y ait un contact direct, donc que ce soit une personne et non pas sous forme de sondage. Le sondage, il est très facile de ne pas y répondre. Par contre, lorsqu'on vous contacte, que ce soit par téléphone ou en visioconférence, ben là, c'est beaucoup plus facile d'engager un dialogue. D'ailleurs, je parle de dialogue, c'est-à-dire c'est pas… on va voir dans quelques instants que la visioconférence comme prise de contact, reprise de contact avec un adhérent ou un bénévole n'est pas le plus approprié. Alors, du point de vue des adhérents, le but, c'est de pouvoir donc animer, mais aussi divertir, parce que donner de l'information, si c'est toujours de l'information à caractère sanitaire, et là c'est vrai que les retours d'information que j'ai de la part des offices des sports ou des ligues et comités sportifs, bien évidemment parce que je travaille dans le milieu du sport, font que les associations ont adressé à leurs adhérents beaucoup d'informations en ce qui concernait les conditions d'accès et sur les possibilités de pratique. C'est-à-dire on avait juste les activités et on avait les conditions d'accès, les conditions sanitaires. Mais là-dedans, c'était toujours de l'information, on va dire, à caractère utile ou sérieuse. Alors que lorsqu'on est dans une situation où on manque d'activité, il faut varier, j'allais dire varier les plaisirs, il faut varier la nature de l'information pour justement conserver l'intérêt. Je ne sais pas si, alors je vous pose la question, comment l'avez-vous vécu, je dirais, en tant qu'adhérent, si vous êtes adhérent, simple adhérent dans d'autres associations, est-ce que vous, de la part de certaines, vous avez reçu uniquement de la formation utile et non divertissante? J'aimerais que des personnes qui ont eu ces deux types d'informations, enfin ce deux types de communication, puissent témoigner. Donc, personne n'a reçu d'information en tant que… Oui, alors je vois deux personnes, attendez. Excusez-moi. Par contre, je ne vois pas qui c'est. Donc, ben, je vous invite, voilà, je vous invite à parler. Oui, c'est Stéphane Romain du tir à l'arc. Oui. En fait, sur cette absence de contact, je dirais qu'on a eu deux catégories. Et c'est la situation qui a voulu ça. Vis-à-vis des adultes, c'est vrai que les contacts, c'était quasiment uniquement des mails. Oui. Et des mails pour dire, bah, écoutez, il n'y a pas d'entraînement, on ne peut pas, voilà les conditions qu'il faut respecter. Donc, c'était plutôt de l'information un peu administrative sur l'organisation des tirs. Alors que pour les jeunes avec qui on a réussi à garder le contact, c'est vrai qu'on a réussi à faire des entraînements, mais on a réussi aussi à faire de l'animation et donc de les divertir au travers de certains entraînements et au travers de certains messages qu'on a pu envoyer. Mais à chaque fois, c'était des messages de type mail, jamais de coup de téléphone direct.
Ok. Alors, coup de téléphone direct, mais ça, on va y revenir. Mais en termes de nature de communication, parce que vous disiez beaucoup de messages qui signifiaient qu'on ne pouvait pas pratiquer, est-ce que vous avez partagé, je pense, notamment sur les réseaux sociaux, des vidéos faites par votre fédération qui montraient par exemple des beaux instants de sport, des choses qui malgré tout, malgré le confinement, pouvaient donner envie justement à vos pratiquants de continuer à tirer? En fait, on a un site qui présente l'activité globale du club, mais aussi pas mal d'activités au niveau de la Fédération française de tir à l'arc. Oui. Et on les a un peu incités à aller voir certains résultats de compétition, championnat de France ou d'Europe. Mais c'est vraiment très à la marge. D'accord. Et justement, savez-vous si ce type de publication a été apprécié? Non, pas vraiment. Il n'y a pas eu de. C'est plutôt de la communication à sens unique. Hein. On envoie, on espère que ça fera plaisir, on espère que ça fera réagir, mais il y a très peu de réactions. Ok. Et, sauf pour les jeunes avec qui on a eu un contact physique. C'est ça. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on a perdu le contact physique avec quasiment tous les adultes, sauf les personnes du bureau. Et cela faisant, on n'a pas eu beaucoup de réactions. D'accord. Attendez, je suis perdu sur… Voilà, je reprends ma présentation. Voilà, donc ce que vous dites, Stéphane, effectivement, excepté les personnes qui ont eu droit à un contact physique, il a été assez difficile d'obtenir des informations. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que lorsque on prend soin d'appeler la personne, que ce soit par téléphone ou en visio, mais pas un contact, je dirais, face à face, un simple dialogue, là, effectivement, la personne va pouvoir s'exprimer. Donc, sur cette partie, détecter les insatisfactions, là, ça va être effectivement quelqu'un qui est référent pour l'adhérent. Alors, je vois qu'Odette Bassinet a levé la main. Je termine ma phrase et je vous redonne la main, Madame Bassinet. C'est-à-dire que dans une association, alors prenons le cas d'une association sportive, puisque là, on venait de parler du tir à l'arc. La personne en qui l'adhérent a confiance est très souvent son entraîneur. Est-ce que vous avez partagé ce point de vue, Stéphane, c'est ça? Oui, tout à fait. Le problème, c'est que notre entraîneur, il est payé par le club. Oui. Et la situation a fait qu'on ne pouvait pas l'employer pendant toute la période de confinement. Il était en chômage, en activité partielle. Voilà. Ça fait 1 an qu'on ne l'a pas vu. Oui, c'est vrai. Alors ça, effectivement, il y a ce cas de figure-là. Mais dans les associations, c'est très souvent la personne qui va accompagner, qui va former, parce que là, on n'a pas que des associations sportives, qui va, je pense par exemple à des associations de musique, de théâtre, de lecture. On a déjà eu une personne qui s'occupait de lecture. Donc, c'est la personne qui va accompagner le nouveau venu, le nouvel adhérent dans sa première année de vie dans l'association, avec qui cet adhérent va avoir le plus de relations et donc va établir des liens de confiance. Et c'est cette personne qui est le mieux placée pour faire ce travail d'appel. Effectivement, il y a le cas de figure où, on va dire, l'animateur est salarié et se trouve en activité partielle. Dans ce cas-là, il faut trouver une autre personne, mais rechercher par groupe d'âge, par groupe d'activité, quelles sont les personnes qui peuvent servir de référent. Si ce n'est pas un encadrant, est-ce que ça peut être un adhérent expérimenté que l'adhérent connaît? C'est surtout ça qui est important. Il faut qu'il y ait un lien de connaissance entre vos adhérents qui ne répondent plus et l'association. Parce que si vous demandez, par exemple, au président d'appeler, le pauvre président déjà ou la présidente va avoir une pléthore de choses à faire, elle va être très, très vite débordée. Il faut pouvoir se répartir les tâches. Voilà. Donc, retenez ça, c'est qu'il faut, pour rappeler un adhérent qui est démotivé, la meilleure personne pour le faire, la personne la mieux placée pour le faire,
est un animateur qu'elle connaît. Surtout, c'est ça. Il en va de même pour l'absence de dialogue. C'est-à-dire que dans le premier cas, absence de contact, c'est renouer le contact, mais je dirais presque sous forme de prétexte. On va y venir tout à l'heure dans le détail des questions qu'on peut poser. Mais l'absence de dialogue, là, on va chercher à faire exprimer un ressenti. Mais ça reste toujours l'animateur qui est la personne la mieux placée pour cela. Je crois que Madame Bassinet avait levé la main. Vous vouliez parler? Oui, c'était par rapport à ce que vous demandiez précédemment, quel type de communication on a pu faire. Donc, oui, ce que je voulais dire, oui, pour la gym, donc en fait, on a fait beaucoup de communication sur les programmes qu'on était en mesure de faire et de les faire évoluer au fur et à mesure. On a également publié des vidéos, en fait, des vidéos de cours de gym qui ont été globalement appréciées, puisqu'on avait fait un petit sondage pour voir comment les gens les utilisaient, et il y avait quand même un bon nombre qui les utilisaient, qui jugeaient qu'ils pouvaient faire de la gym aux heures où ils voulaient, et malgré tout, ils voyaient leurs animateurs en vidéo. Oui. On a aussi donné pas mal d'infos sur tous les sites sur lesquels les personnes pouvaient trouver des cours de gym, soit par la fédération, soit même par Gym Direct à l'époque du premier confinement. Ça permettait de donner de la matière quand on ne pouvait pas en donner beaucoup nous-mêmes. Voilà. Alors, ce que j'entends, oui, je vous laisse terminer. Oui. Et après, la deuxième chose par rapport à la façon de communiquer. Alors, en fait, on a beaucoup utilisé les mails ou les informations sur le site Internet pour répondre à la masse, on va dire. Mais après, quand on était sollicité par mail sur des questions qui méritaient échange, systématiquement, on avait un coup de fil avec la personne qui nous sollicitait. Alors, soit parce qu'elle voulait quitter l'AGV, on essayait de lui montrer qu'il y avait des choses qui allaient se faire. On a réussi à éviter quelques départs. Soit pour des questions de programme, voilà, pour essayer d'écouter les besoins des uns et des autres et essayer à chaque fois de coller le plus possible aux demandes avec le programme qu'on pouvait faire. Voilà, mais c'était à chaque fois une réponse à un coup de fil, enfin vous passiez un appel téléphonique pour avoir la personne en direct. Oui, quand on recevait des mails, bon, si on nous appelait au téléphone évidemment, mais quand on recevait des mails qui méritaient un échange, eh bien, on ne répondait pas par mail. Systématiquement, on appelait les personnes. Voilà. Et ça, c'est une bonne façon de faire. D'ailleurs, je me permets, avant de passer la parole à Madame Bouvet, je voudrais terminer, Madame Bassinet. Justement, quel a été, je dirais, le taux d'efficacité de ce rappel téléphonique? Le taux sur les personnes qui souhaitaient quitter, enfin qui souhaitaient être remboursées, hein, pour être clair. Oui. Ça n'a pas été un taux d'efficacité énorme, mais je pense que c'était de l'ordre de, si quand même peut-être 30% à peu près des demandes qu'on a eues. Finalement, on a réussi à garder les personnes. En fait, ces demandes qui étaient au mois de novembre, où on était vraiment en cours interrompu, on ne pouvait faire que de la visio. Ouais. Pour des personnes qui ne veulent pas faire des cours de gym avec l'ordinateur ou une tablette, ouais. On a réussi quand même à en garder quelques-unes, ouais, de l'ordre de 20 à 30%. Mais je disais, le nombre était faible, hein, puisque c'est, in fine, on a remboursé, je crois, une douzaine de personnes. Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu ce rappel téléphonique, ces 30%, vous les auriez payés, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Alors, Madame Bouvet avait levé la main. Oui, moi, je voulais renchérir par rapport à Madame Bassinet, à Odette. Moi, je suis adhérente à l'AGV, donc je peux parler des contacts que j'ai pu avoir. Et tout à fait, le lien a bien été gardé et on avait des informations assez régulières quant aux cours, aux formules de cours auxquels on pouvait accéder par rapport aux visio, aux sites, aux différents sites, etc. Et c'est vrai que le contact a été régulier et même un peu ludique par moment, parce qu'il y avait toujours des petits messages assez sympathiques par mail. Et j'ai trouvé que c'était très agréable dans le cadre de l'AGV. Hein, je parle bien dans le cadre de l'AGV.
Alors moi, par contre, donc je suis présidente de Chassieux Solidarité Citoyenne qui fait que des bourses aux vêtements et des bourses aux jouets. Et c'est vrai que j'ai quand même 35 adhérents et que là, par rapport à 1 an et demi, où forcément aucune animation n'a pu se produire, puisque c'est en salle festive, en salle municipale, et avec réception de public, donc c'est impossible à faire. Et j'ai essayé malgré tout de garder les troupes motivées, si on peut dire, pour l'espoir à venir, c'est-à-dire maintenant, ça sera au mois de novembre, pour pouvoir faire quelque chose. Mais c'est vrai que tout le monde ne rentre pas dans dans le jeu, même si on met des petits mots, si on envoie des questions et des réponses, parce que le but, c'est aussi que les gens nous répondent pour dire qu'ils ne nous ont pas oubliés. C'est pas si facile que ça de garder malgré tout. Quand on peut pas se voir, quand on peut pas faire aucune animation, c'est super compliqué. Je trouve personnellement que c'est super compliqué. Ça, bien sûr, ça, tout le monde l'a découvert que c'était compliqué, d'autant plus que c'est quelque chose que nous n'avions jamais fait pour la plupart d'entre nous, et qu'il est inévitable que de toute façon, il y ait des gens qui se désengagent. Mais d'avoir fait cet effort, alors avant de passer la parole à M. Doroth qui a levé la main, je voudrais vous demander, Madame Bouvet, oui. Attendez. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous aviez fait de la communication ludique, de la communication informative. Oui. Est-ce que pensez-vous que cette communication, dans sa variété, a facilité le retour des adhérents à la rentrée 2020 ? La rentrée 2021 plutôt, hein, parce que moi 2020, on n'a rien pu faire. Hein. Non, mais en septembre 2020. Oui, alors j'aurais dû vous poser la question. À quel moment de l'année faites-vous vos inscriptions ? Moi, au forum des associations, puisque je travaille aussi au comité des fêtes. Donc je reprends des nouveaux adhérents au moment du forum. Donc là, j'ai pris 2 nouvelles adhérentes au forum de septembre 2020. Bon, je les ai convoquées puisque là, je vais pouvoir faire une assemblée générale parce que personne ne voulait la faire en visio. La plupart n'adhéraient pas à ce genre de communication. Donc là, je vais faire du présentiel. Donc, bon, j'espère avoir quand même quelques adhérents qui viennent. J'ai eu pas mal de réponses à peu près positives, pas la majorité. Bon, après, on verra. J'essaye de continuer à motiver les troupes, puisqu'en plus, je fais des actions sociales envers des chastelans. Donc là, je suis en pleine action sociale pour mon association et que je les retiens au courant de ce que je fais par rapport à la famille, etc. Donc, j'essaye de garder ce lien par des biais différents. OK. Monsieur Doroth, je vous laisse la parole. Je mets le micro, voilà. Ce que je voulais rajouter, c'était deux exemples. C'est concernant tout ce qui est des cours d'italien. La prof, pour animer au-delà des Zooms, des mails, etc., a créé des tutos sur YouTube. Donc, ce qui a beaucoup plu à un certain nombre d'apprenants. Et ce que je peux dire, c'est que pratiquement à la rentrée de 2020, donc avant qu'on ait reconfinement, la majorité des apprenants sont revenus. Bon, après, il y a eu les conditions qui font que certains ont suspendu, mais qui sont un nombre mineur. Et puis, d'autre part, au niveau du club de lecture, on a fait on a travaillé pour tous ceux qui pouvaient se connecter. On a utilisé Zoom. Bon, c'est vrai que entre 100 adhérents et quand on n'en a que 20, c'est plus facile d'animer des réunions sur Zoom. Et puis, on a fait des échanges de lecture et on a animé un site de la médiathèque où chacun a mis des brèves de lecture, c'est-à-dire puisqu'il y a des gens qui techniquement ne pouvaient pas se connecter à Zoom, il y a des personnes âgées, on a fait jouer les enfants et les petits-enfants pour qu'ils installent Zoom, pour que les grands-parents, enfin les personnes âgées puissent participer aux réunions. Et au-delà, nous avons animé l'implantation de brèves de lecture sur le site de la médiathèque. Voilà. Donc, ce que j'apprécie dans vos différents témoignages, c'est que quel que soit le secteur associatif, le fait d'avoir déjà entretenu
un lien avec les adhérents, quel que soit le vecteur, d'avoir diversifié la nature d'information, la nature des échanges, ça a contribué à faciliter la reprise, bien sûr, si on fait abstraction du reconfinement au mois d'octobre 2020. Mais en général, les associations qui ont conservé un lien, qui ont fait des animations, qui ont engagé le dialogue, ont eu de bien meilleures conditions de reprise en septembre 2020. Et là, on va aborder tout à l'heure le cas de la reprise 2021, de la rentrée septembre 2021, qui va être encore plus compliqué. Je poursuis. Alors, attendez, pourquoi je n'ai pas là? Voilà, donc, garder le lien avec les bénévoles, globalement, ce sont les mêmes problématiques. Lorsqu'il y a absence de contact, c'est-à-dire lorsque l'association s'est mise en sommeil, effectivement, les gens ne sont pas incités à se mettre en action. Si c'est ce cas-là, ça va être un référent d'action ou bien le ou la présidente. Absence de dialogue, c'est la même chose que pour les adhérents. Par contre, le fait essentiel, ce que j'ai constaté dans beaucoup d'associations sportives, là c'est intéressant ce soir parce que nous avons d'autres domaines associatifs, mais c'est très généralement l'absence d'action qui a fait que les bénévoles se sont désengagés. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir une association qui communiquait, mais parce que les bénévoles, et dans les associations sportives, il y a beaucoup d'éducateurs, beaucoup d'animateurs qui se sont retrouvés sans rien à faire, et encore en ce moment, enfin jusqu'à très récemment, ils ne pouvaient pas s'occuper des adultes. C'est donc cette absence d'action qui a fait que les personnes se sont désengagées au point, pour certaines, de ne plus répondre même au téléphone. Donc la solution, bien sûr, c'est de les impliquer et de les impliquer le plus tôt possible. Sur quel domaine? Déjà, le plus en amont possible, c'est-à-dire leur permettre d'apporter de nouvelles idées. C'est-à-dire dès le processus de création d'une nouvelle activité, d'une activité, on va dire, de compensation. Là, c'est à ce moment-là, c'est dès la strate de l'idée qu'il faut impliquer les bénévoles. Pas seulement leur dire « venez faire ceci, venez faire cela » ou « préparez ceci ou préparez cela », c'est de les impliquer dès le stade de l'idée. Alors après, on peut se poser la question, lorsqu'on est avec des bénévoles désengagés qui ne répondent pas aux mails, hein, j'entends, à ce moment-là, qui va être la personne la mieux placée pour le faire? Est-ce que ça va être le responsable légal, le président, ou un des administrateurs? Est-ce que c'est un responsable d'action, le responsable dit effectif de la personne? Mais dans beaucoup d'associations sportives, et notamment des associations de rugby, hein, parce que ça m'a été remonté par des associations de rugby, ça peut être un acteur on va dire, qui est ni responsable légal et parfois pas le responsable effectif, mais ça peut être une personne assez charismatique, mais qui, lui, a la faculté de pouvoir emmener les gens sur différents projets et auxquels les gens font confiance. Ça, c'est aussi un point récurrent, enfin un point commun avec la problématique de garder le lien avec les adhérents. Comme pour les bénévoles, il y a toujours cette notion de confiance pour que les personnes aient envie d'exprimer un ressenti. Voilà. Donc ça, je dirais, tout dépend, je dirais à la fois de la personnalité de la personne que l'on cherche à raccrocher, mais aussi ça dépend de la personnalité de la personne qui est son responsable d'action, son référent d'action. Voilà. Donc là, c'est une réflexion qu'il faut avoir dans chaque association. Je dirais, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, qui est la personne la mieux placée pour appeler tel ou tel bénévole. Voilà. Ça peut être aussi un autre bénévole qui, lui, n'est pas forcément responsable, mais en toute cause, on va le voir, la finalité est bien de permettre aux personnes d'exprimer un ressenti. Alors, c'est vraiment la première clé, la clé la plus importante pour détecter la démotivation. Je rappelle que détecter au plus tôt, c'est-à-dire raccourcir ce temps de latence qui va amener la personne à conclure que finalement elle doit se désengager, c'est la finalité de ce premier appel, c'est de comprendre l'état d'esprit des personnes. Ce n'est pas de les convaincre, ce n'est pas de leur demander de s'impliquer, mais c'est bel et bien juste de comprendre à quoi elles pensent, qu'est-ce qui les a amenés à prendre cette décision de se désengager. Alors, quelle catégorie d'adhérents ou de bénévoles devons-nous préserver en priorité? Moi, je vous suggère de travailler d'abord ceux qui sont encore là, ceux qui sont encore actifs. On voit qu'il y a dans les associations, globalement, il y a 3 catégories d'adhérents ou de bénévoles. Les fidèles, c'est-à-dire ceux qui seront là quoi qu'il arrive.
ceux que j'appelle les attentistes, c'est-à-dire ceux qui vont suivre si effectivement on voit que l'association fonctionne. Et puis, il y aura toujours des sceptiques, et c'est parmi eux, je pense, qu'on a trouvé le plus de demandes de remboursement, qui ne reviendront que si ça marche comme avant, entre guillemets. Alors, pourquoi donner la priorité aux gens qui sont toujours impliqués? La première, c'est parce qu'il vous faudra moins d'énergie, bien sûr, et moins de temps, donc, par conséquent, pour les fidéliser, pour garder leur implication. Et puis, surtout, pour éviter qu'ils ne basculent dans une catégorie déjà moins impliquée. Donc, en consacrant un petit peu de temps aux gens qui sont toujours là, vous vous assurez de garder justement une proportion d'adhérents et de bénévoles impliqués plus importante que si vous ne vous occupiez que de ceux qui sont désengagés. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus quelle est la personne qui a donné le chiffre, je crois que c'est la personne de la GIM qui est estimée avoir, malgré tout, retenu, conservé 30% des gens qui avaient demandé une demande de remboursement. Donc, ça demande des efforts, on l'a vu, un appel téléphonique pour chaque personne, donc c'est du temps. Mais si vous donnez un peu de votre temps, si vous organisez la communication, si vous faites remonter l'information, c'est-à-dire est-ce que les gens ont la possibilité de donner des idées, donc ça on va voir quel type d'information on peut faire, là vous gagnerez beaucoup de temps et vous économiserez du temps dans le sens où vous préserverez, vous éviterez qu'un trop grand nombre de personnes ne se désengagent. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver. Quelques exemples d'organisations motivantes. En fait, ça, vous les avez donnés dans vos exemples, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On va passer. Par contre, lorsque les bénévoles sont démotivés, que peut-on faire? Il faut d'abord comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne lui va pas à la personne. Ce n'est pas ce qui ne va pas dans un cadre général, c'est comment lui réagit. Donc, si vous additionnez les coups de fil, vous allez voir que sur un certain nombre de bénévoles, vous allez avoir les mêmes motifs. Et vous allez traiter en priorité le motif qui revient le plus souvent, toujours pour une question d'énergie dépensée, de temps de traitement. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, que c'est parce qu'il n'y a plus d'activité, quelle activité de substitution on peut proposer à vos bénévoles? Donc ça, c'est bien en étant à l'écoute que vous allez pouvoir le faire. Et c'est dans cet instant que non seulement on les écoute, mais qu'il est possible de faire émerger de nouvelles idées. Je veux dire par là que beaucoup d'associations se posent la question quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre comme avant? Mais avec ce qu'on a vécu, on ne peut plus tout à fait reprendre comme avant. Il va falloir apporter des nouveautés, plus tenir compte des attentes de ces personnes qui ont besoin qu'on les écoute pour s'impliquer. Voilà. Donc, accompagner des bénévoles désengagés, c'est les impliquer dans une espèce de processus, quoi. Donc, depuis l'idée, la conception, l'exécution, jusqu'à faire justement reconnaître leur activité. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions, il faut leur faire confiance. Voilà. Faire confiance veut dire par là que vous pouvez très bien expliquer à des gens comment faire le travail, mais parce qu'ils auront eu un parcours de vie différent, ils auront une autre façon d'aborder le sujet, une autre façon de réaliser le travail. Alors, parfois, c'est incompatible avec la mission qu'on leur donne, mais très souvent, il y a une marge d'action qui permet justement aux bénévoles d'apporter une nouvelle façon de faire qui parfois peuvent être plus efficaces. Donc, avant de dire non systématiquement, regardez comment les gens font. Les étapes clés, c'est toujours en premier lieu, donc que ce soit vis-à-vis d'un adhérent, que ce soit vis-à-vis d'un bénévole, le contact individuel. Parce que si on est en visio par groupe, même par petits groupes, je dirais, les gens se mettent en retrait et ne s'expriment pas spontanément. Donc, puisque la finalité, c'est de leur permettre de s'exprimer, c'est d'abord un contact individuel. Ensuite, vous les mettrez par groupe, par groupe d'intérêt, par centre d'intérêt. Ensuite, vous les impliquez dans l'élaboration, c'est-à-dire dans la phase qui prépare l'action, bien sûr dans l'action, et puis, puisque ce sont des bénévoles, il faut les valoriser, c'est-à-dire montrer le travail qui a été réalisé, le travail particulier, les efforts particuliers qui ont été faits pendant ce confinement. Si on s'attache aux adhérents,
là, on va avoir un problème. Parce que ce n'est pas une fois, mais 2 fois que les adhérents ont été freinés dans leurs activités. C'est-à-dire pendant 2 saisons, les 2 saisons étaient impactées par les confinements et l'arrêt des activités. Donc, première conséquence, c'est que pour la rentrée de septembre 2021, les promesses qu'on peut leur faire que l'association a tout préparé, tout anticipé, ça ne suffira plus. Puisqu'on a bien vu que l'année dernière, et même encore sur ce printemps, on a eu droit à un nouvel arrêt des activités. Conséquence sur l'activité de l'association. S'il n'y a plus d'activité, on n'a plus, j'allais dire l'entraînement, c'est un terme sportif, mais le niveau d'efficacité peut baisser. Tout à l'heure, M. Dorot nous parlait de langue. Heureusement, ils ont pu mettre en place des activités, des actions de substitution, mais dans beaucoup d'associations sportives, il y a la crainte d'une baisse du niveau sportif par l'arrêt des entraînements et même la démotivation des sportifs vis-à-vis, ne serait-ce que de l'entretien physique. Bien sûr, lorsqu'il n'y a plus d'activité, il y a perte de recettes. Donc, la seule façon d'anticiper ces conséquences négatives, c'est de chercher à se mettre dans une logique d'anticipation. Comment peut-on contrer chacune de ces conséquences le plus tôt possible? Alors, on peut se dire, si les promesses ne suffiront plus à la rentrée, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer cette fois? Qu'est-ce qu'on va pouvoir argumenter vis-à-vis de nos adhérents pour, malgré tout, essayer de les faire revenir à la rentrée 2021? Je n'ai pas de solution. Et personne, à vrai dire, ne saurait dire s'il y a une solution qui va fonctionner, parce que personne ne saurait dire si on aura droit ou pas, durant l'été ou à la rentrée, ou en octobre, comme on l'a vécu l'année dernière, un nouveau confinement. Par contre, ce que l'on a constaté, ce que vous avez dit ce soir, vous le voyez à l'écran, c'est que les associations qui ont maintenu le dialogue dès le début, qui ont varié la communication, qui ont fait des contacts directs, elles ont perdu moins d'adhérents à la reprise. Autre facteur, donc là c'est un processus de fidélisation, et puis les associations, et là c'est un témoignage vis-à-vis d'associations sportives, certaines ont voulu compenser l'arrêt des activités en proposant d'autres activités au-delà du mois de juin par exemple. Certaines ont œuvré parfois tout l'été, juste dans une souci de compensation de l'activité. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elles sont restées actives dans une période où d'autres associations avaient, elles, cessé. Ce qui fait que, pendant ce temps-là, les familles, voyant que cette association gardait ses activités, je dirais elles ont eu une bonne opinion de l'association et elles ont inscrit leurs enfants de façon préférentielle dans ces associations qui ont gardé leur activité au mois de juin, juillet, août. Voilà. Donc, le fait d'avoir occupé le terrain a augmenté la notoriété des associations et finalement a drainé plus d'adhérents vers ces associations. Certaines ont même eu plus d'adhérents suite à cela que précédemment. Lorsqu'il s'agit d'un adhérent, comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne lui va pas, c'est un peu différent du bénévole. Là, il faut comprendre, est-ce qu'elle a envie ou pas de revenir à la saison prochaine? Donc, il faut être à son écoute, lui faire exprimer ce qu'elle a à dire, que ce soit un ressenti positif ou défavorable. Et puis surtout, il va falloir être capable de répondre à ces questions. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours connaître toutes les réponses. Donc moi, je vous engage simplement à dire, écoute, je ne sais pas, par contre, on va se renseigner et on va te rappeler pour te répondre. Ça, c'est un truc tout simple et ça marche systématiquement. Encore une fois, les étapes clés, il y en a une de moins, mais c'est toujours le contact individuel, suivi d'une vision, éventuellement de visioconférence par groupe d'intérêt, que ce soit par groupe d'âge, que ce soit par groupe d'activité, par niveau d'activité, avant une mise en action, que ce soit une action de substitution ou, comme on l'a vu pour les enfants, des activités en extérieur. Et puis, vous avez intérêt à toujours valoriser ce qui a été fait en amenant des preuves d'activité, si je puis dire. Alors ça, que ce soit par email, sur vos sites internet ou sur les réseaux sociaux. Et je dirais ce qui amène le plus de force dans ces preuves d'activité, ce sont les témoignages. C'est-à-dire demander aux adhérents ce qu'ils ont pensé de ces activités de substitution. Bien sûr, vous sélectionnerez les témoignages les plus favorables. Voilà. Alors, quelques outils pratiques pour terminer.
on peut se poser la question, mais quels outils de communication va-t-on utiliser en priorité? Je vous avais exprimé ce soir quelques solutions, quelques pistes, quelques activités de substitution que vous avez proposées. Et on voit que finalement, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Je veux dire par là que les adhérents étant satisfaits, ils vont en parler autour d'eux. Lorsque je cite le bouche à oreille, bon, ça, ce sont des chiffres que j'avais pris d'enquêtes réalisées avant les confinements, avant la crise du Covid, où qui montraient que 82% des adhérents des associations sportives faisaient confiance à la recommandation avant de choisir une association. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce relais de communication, c'est qu'il est gratuit. Non seulement il est gratuit, mais il ne demande pas plus d'énergie, il ne demande pas de temps pour élaborer quelque chose, puisque ce sont les adhérents eux-mêmes qui deviennent ambassadeurs de l'association. Mais ça ne fonctionne que lorsque l'association donne satisfaction à ses adhérents, lorsque le processus de fidélisation est à l'œuvre. Ensuite, le premier outil, je dirais, à travailler effectivement, c'est le site Internet. Alors pourquoi? D'abord parce que les informations vont être faciles à trouver. Si vous envoyez un lien par email, les adhérents vont les retrouver facilement. Je parle du site Internet par opposition aux réseaux sociaux. La grande difficulté, c'est que sur les réseaux sociaux, vous ne maîtrisez pas l'information. Vous ne maîtrisez pas les contenus qui sont publiés. À chaque fois, c'est un algorithme de calcul qui détermine ce que vont voir vos abonnés. Si je reformule une autre façon de le dire, c'est que toutes vos publications ne seront pas vues par tous vos abonnés. Et de toute façon, c'est très difficile d'aller retrouver une information sur Facebook, par exemple. C'est beaucoup plus facile de la retrouver sur un site Internet. Donc, c'est le moment de soigner le site Internet. Par contre, le site Internet exige de la part de l'abonné une action volontaire. Au contraire de la lettre email, que ce soit une lettre de diffusion, un envoi d'email simple. Mais par contre, justement, l'intérêt de l'email, c'est qu'on reçoit l'information directement dans sa boîte aux lettres. Plus simple encore, aujourd'hui, c'est le téléphone. Vous voyez les chiffres 2019 qui viennent d'une cellule c'est un document que j'ai pris sur le ministère de la Communication qui disait que déjà en 2019, 62% des Français utilisaient leur téléphone pour échanger des messages. Autrement dit, vous devez faire en sorte que vos adhérents reçoivent les informations sur leur téléphone. Alors, beaucoup ont déjà leur messagerie email, mais il faut aussi utiliser des messageries instantanées de type WhatsApp. Ça, c'est assez utilisé dans les associations. Alors, pour celles et ceux qui étaient là la fois précédente, j'avais montré un outil. Là, je vous donne un autre outil qui est un exemple d'organisation des publications pour l'association. Je suis en train de l'ouvrir. Voilà. Alors, effectivement, il est complètement ouvert. Donc là, vous allez voir d'abord les informations concernant la reprise des activités. C'est-à-dire qu'il faut être capable de répondre à quoi, quand, pour qui et avec qui ça va se faire, avec éventuellement un renvoi aux mesures sanitaires en vigueur. Vous avez ensuite, si je descends dans la page, je descends comme ça sera plus simple. Attendez, est-ce que vous voyez là? Non, je pense que vous ne voyez pas mon partage d'écran. Non. Voilà. Alors attendez, je recommence. J'y retourne. Voilà. Effectivement, j'avais oublié le partage d'écran. Voilà, là, vous devez voir un tableau. Quelqu'un peut me confirmer que vous voyez un tableau? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce tableau, vous aurez accès par le lien qui est dans la présentation que le service vie associative vous adressera. Donc, vous pourrez le télécharger. C'est sur un drive Google. Il est tout à fait accessible, sans mot de passe. Vous pourrez l'utiliser. Donc, vous pouvez envoyer des informations qui ont trait au thème et à la reprise des activités. Donc, le fameux quoi, quand, pour qui, avec qui et comment. Vous pouvez recenser des informations sur les mesures sanitaires en vigueur. Vous pouvez également, alors, je descends pour balayer tout. Alors ça, effectivement, c'est sur les mesures sanitaires de confinement strict, celles qu'on a eues au premier. Vous pouvez choisir de parler aussi des offres tarifaires spéciales. Certaines associations ont fait ça. Des témoignages et puis des appels à l'action.
Donc là, je donne quelques exemples, bien sûr, pour des associations sportives, mais vous pouvez complètement transposer sur vos domaines associatifs. Donc, j'ai fait ce tableau en restant le plus, je dirais, conceptuel pour que ça puisse s'appliquer au plus grand nombre d'associations possibles. C'est-à-dire, je ne donne pas des exemples, mais les natures de contenu que vous pouvez faire. Donc, lorsque vous parlez de la reprise des activités, vous voyez, il faut décrire et donner un message à caractère incitatif. Le message à caractère incitatif peut venir soit de l'entraîneur, il peut venir aussi d'un témoignage, enfin de l'entraîneur ou d'un animateur, il peut venir aussi d'un témoignage d'adhérents. Comment le diffuser? Soit sur le site internet, la page Facebook, le compte Instagram ou par un email. Et à quelle fréquence d'actualisation? Lorsque vous préparez cela avec des contenus nommés, vous allez voir que ça va faciliter votre travail de recensement de l'information. Pourquoi? Parce que vous allez cibler les informations que vous allez partager. Ça, c'est un travail qui nécessite un peu d'apprentissage de votre part, mais vous allez voir, ça va structurer votre démarche et finalement, ça va vous aider à planifier, à collecter des informations à l'avance et finalement, vous serez beaucoup plus régulier dans l'envoi d'informations. Ce qui fait que les gens apprécient et suivent l'association, c'est qu'ils vont recevoir régulièrement des informations. Voilà, donc il y a ce premier lien à télécharger. J'arrête et je reviens sur ma... Je reprends ma présentation. Est-ce qu'elle est ici? Voilà. Ensuite, on va avoir un modèle de plan d'action. Là, la finalité de cet outil, elle est un peu différente. Ça concerne le dirigeant, dans le sens où le but, ce que l'on recherche, c'est que les choses avancent. C'est comment je m'assure que, effectivement, mon équipe de communication est organisée et que les choses vont avancer. Donc là, oui. Vous voyez le deuxième tableau. D'accord. Voilà. Donc là, non, mais moi, je suis avec le mec là en conférence. Hein. Oui, alors la personne... Voilà. Attendez. Je vais... À plus. Bye bye. OK. Je termine quelque chose. Voilà. Je reviens sur mon tableau. Donc sur ce plan d'action, je suis désolé, petit problème de mise en page. Comment je fais pour la... Attendez, j'ai un problème de mise en page. J'arrive pas. Voilà, ça y est, c'est revenu. Voilà. Donc là encore, qu'est-ce qu'on fait? On va lister les différentes catégories d'actions à faire. Par exemple, rappeler les adhérents qui ne sont pas encore revenus ou qui n'ont pas donné signe de vie. La mise à jour des protocoles sanitaires, etc., etc. Donc, il y a toute une... Par nature d'information, par type de tâche, on va lister les tâches et pour chaque tâche, on va mettre en face un responsable et un responsable d'action. Le but de cela, c'est que les choses avancent. C'est-à-dire que si on met une commission avec plusieurs personnes, très souvent, moi j'ai constaté dans les associations sportives que lorsque vous avez une commission qui est nommée, les choses n'avancent pas. Que si vous mettez par contre une personne qui n'est pas nécessairement celle qui fait le boulot, mais qui s'assure que le travail avance, là effectivement les choses vont avancer. Alors vous constatez qu'il peut y avoir des surnoms. Ça c'est pour montrer que la partie convivialité est importante dans les associations. On peut aussi faire confiance aux jeunes pour ce type de travail. Autre chose qui fait que les projets n'avancent pas dans les associations, c'est qu'il manque une échéance ou une périodicité. Si on laisse passer la date et que finalement on se dit c'est pas grave pour vous qui faites le boulot, mais sur le long terme, ça peut éroder, je dirais, le lien de confiance que l'adhérent a placé dans la communication. S'il attend, par exemple, tous les vendredis ou tous les lundis, comme je l'ai écrit sur la première ligne, une information et qu'il ne la reçoit pas, finalement, il peut choisir de se désabonner. Ensuite, il y a quelque chose d'aussi important, à mon sens, c'est l'état d'avancement de la tâche.
Donc, moi, j'aime bien utiliser les codes couleurs. Je vous donne l'explication ensuite, mais globalement, on peut comprendre que vert, tout se passe bien, ou bien alors la tâche est faite. En jaune, ça se passe bien, mais ça n'avance pas comme prévu, il faut peut-être y regarder. En orange, il y a des points bloquants, et en rouge, je dirais là, la tâche, elle est, comme ce que vous voyez là sur la rédaction des textes, il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas. Donc là, la solution, elle apparaît en commentaire, c'est qu'il y a trop de boulot pour la seule personne qui est chargée de l'action, à savoir Laurie, il lui faut une personne de plus. Donc là, vous voyez qu'avec 5 colonnes, on peut faire un plan d'action avec une structure qui est relativement simple et qui est efficace. On se fait toujours une montagne de ce qu'est un plan d'action. Là, je vous donne un exemple qui est relativement facile à transposer pour vos associations. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ces outils? Attendez, je reprends les mains. Oui, Madame Bouvet? Oui, je remarque le tableau, ça correspond pratiquement à ce que Christine Léon au comité des fêtes et moi-même nous faisons, ce qu'on appelle nos feuilles de route en fait, où on distribue le travail par personne et qu'on met des échéanciers et que voilà et que bon normalement ça doit avancer. On n'avait pas le code couleur nous, mais bon, on devrait peut-être s'y mettre. Chacun peut faire ce type de planification parce que finalement, ce n'est qu'un suivi de planification. Voilà. Mais disons que les dirigeants de l'association ont besoin d'avoir ce type de retour d'information pour savoir si le projet avance bien. Alors, je vois que 2 autres personnes ont levé la main. Alors, attendez. J'ai un peu mal voir la ligne. C'est Monsieur Bruno, Monsieur ou Madame Bruno et… Non. 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 Alors, que la personne qui lève la main active son micro et parle, je vous en prie. Oui, c'est Madame Urpo de Gimion Métropole. Oui. J'ai une question par rapport au rappel des anciens adhérents. Par rapport à la CNIL, la gestion des données personnelles, je pense que c'est délicat de rappeler des adhérents qui ne sont pas revenus depuis 18 mois. Je pense qu'on est alors je ne sais pas, au niveau de l'égalité. Et justement, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Dans quelle mesure l'association peut se protéger peut-être de refus de certaines personnes et elles peuvent être contrariées par rapport au fait d'être rappelées sans autorisation, entre guillemets. Voilà. Alors, effectivement, là, vous avez évoqué la durée, 18 mois. Mais très souvent, on va dire ce qu'on peut appeler, je pense, le contrat associatif entre un adhérent et l'association vaut pour une année, pour une saison d'activité, c'est-à-dire 12 mois au plus. D'accord, oui. Si vous voulez effectivement rappeler des personnes qui n'ont pas donné de contact depuis plus d'une saison d'activité, on peut considérer effectivement qu'elles ne sont plus dans la base de données active, puisque un des principes du RGPD, donc RGPD c'est règlement, pour faire simple, règlement d'utilisation des données personnelles, oui. Voilà. Donc, qui stipule notamment qu'il y a un délai maximum de conservation de ces données personnelles. Il faut préciser les données personnelles et expliquer qu'il y a un délai maximum de conservation. C'est-à-dire qu'au-delà de ce délai, normalement, les fichiers de l'association sont détruits. Donc, lorsque vos adhérents adhèrent, je suppose que vous leur demandez un minima, un certain nombre de coordonnées. Oui. Je pense l'adresse postale, je pense très souvent maintenant les adresses e-mail et très probablement un numéro de téléphone. Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui sont, on va dire, dans l'exercice en cours, et je dirais toute la présentation qui a été faite ce soir tournée autour de ce principe, c'est-à-dire qu'on cherche à raccourcir le temps de ce que j'appelais tout à l'heure le temps de latence entre le moment où l'on constate effectivement que la personne a choisi d'abandonner et comment faire pour essayer de récupérer la personne. Donc, ça va s'adresser plus spécifiquement aux adhérents de l'année en cours. Maintenant, si on veut chercher à rappeler les adhérents de l'année précédente, effectivement, on sort du cas du RGPD. C'est-à-dire, on ressort du cadre où les personnes ont donné leur consentement pour utiliser leurs données personnelles. Voilà. Donc, si je peux répondre à votre question, si je résume ma réponse à votre question, c'est utiliser cette technique de rappel uniquement pour les adhérents de la saison en cours. D'accord. Merci. Je vous en prie. Monsieur Doroth. Oui, c'est concernant
les données que l'on conserve. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée générale ayant lieu plusieurs semaines, plusieurs mois après un exercice, on conserve au moins sur 2 exercices les données des adhérents, puisqu'en fait, ceux qui participent, ceux qui ont le droit de vote à une Assemblée générale, sont ceux qui sont adhérents de l'exercice qui est discuté au niveau de l'Assemblée générale, du bilan et du rapport moral. Voilà. C'est vrai qu'il y a une précision à apporter, c'est que les associations relèvent du droit privé. Elles ont toute liberté de gérer leurs activités. Disons que la CNIL donne des préconisations quant au délai de conservation. Et pour ce qui est de ma part, vis-à-vis de mes clients en tant qu'entreprise, il est très, très couramment accepté que les entreprises conservent les données de contact pendant 3 années. Donc, c'est ce que je décris moi sur mon site internet, hein, dans les conditions d'utilisation des données personnelles. Une association peut choisir de les utiliser juste 1 an, un peu plus, comme M. Derobe vient de l'expliquer, ou jusqu'à… Enfin, moi, je vous engage vraiment à ne pas les conserver au-delà de 3 ans. Mais peut-être même 2 ans, ce serait bien. Par contre, la difficulté, parce que les habitudes sont prises, c'est qu'on conserve les anciens fichiers adhérents. Et ça, normalement, vis-à-vis du règlement sur la protection des données personnelles, il faudrait les supprimer physiquement des clés USB, des ordinateurs. Donc ça, c'est un travail qui est rarement fait dans les associations. Donc là, j'en ai terminé avec ma présentation, je crois. Attends, je reviens juste pour m'en assurer. Je partage. Voilà. Puis donc là, c'était le code couleur vis-à-vis du document. Donc, il est déjà 19h35. Je peux encore vous laisser quelques minutes pour poser des questions, si vous le souhaitez. J'ai une question par rapport à la compensation des activités sur la période estivale. Oui. Le souci pour les associations sportives, c'est que malheureusement, les infrastructures sont fermées et que le personnel communal ne peut pas répondre, ce qu'on entend bien, hein, à la demande. Et donc, c'est toujours très compliqué. Voilà, je pense que les associations sont aussi en souffrance par rapport à ça. Elles aimeraient poursuivre leurs activités et malheureusement, on est bloqué au niveau des gymnases et endroits couverts. Voilà. Oui. C'est vrai que ça nécessite un dialogue constant avec les gestionnaires des infrastructures. Les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure concernaient des associations qui avaient des infrastructures qui leur étaient dédiées. Pas nécessairement qu'elles en étaient propriétaires, mais qu'elles étaient pratiquement les seuls affectataires des locaux, ce qui arrive quand même relativement fréquemment, je dirais, en milieu rural, quoi. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions… Pour information, à Chassieux, les salles du Caravane Théâtre sont réouvertes à l'utilisation des associations. Enfin, au moins partiellement, je ne sais pas si toutes les associations ont repris leur activité dedans. Les autres salles, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que Madame Robert, vous auriez une réponse à apporter à cela? Le temps que je réactive le micro. Du coup, Caravane Théâtre, oui, c'est repris avec la limitation par rapport aux mesures sanitaires quant à la jauge dans les salles. D'accord. Donc, on a repris un siège sur 2, toutes les activités assises, enfin, que ce soit les cours d'informatique, les cours de langue, etc., ont pu reprendre. Voilà. Merci. Et Karine, vous avez des informations concernant les autres salles? En fait, on dépend du gymnase entre Lyon 6 et Vous êtes au Raquin. Le Raquin, oui, merci Madame Robert. En fait, le Raquin, on est autorisé jusqu'au 11 juillet, je crois. Voilà. Et par contre, on n'a pas le droit au sanitaire. Donc, c'est vrai qu'on aurait aimé faire des stages pour les enfants sur la période estivale. Et voilà, on ne peut pas… Mais bon,
c'est compliqué, mais voilà, après, on comprend bien qu'il y a des impératifs au niveau des mairies et le personnel communal aussi à prendre en compte leur congé, c'est sûr. Mais voilà, c'est quand même des problématiques quand il y a des salles avec des équipements particuliers, c'est problématique. Oui, et puis parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin voilà, les agents sont aussi en congé, Bien donc sûr. par rapport à l'entretien des locaux, par rapport à tout. Après, vous avez quand même fait une demande du coup et vous avez reçu cette réponse qu'à partir du 11 juillet, c'était terminé. Oui, voilà, c'est ça, c'est que le gymnase est fermé. Et Monsieur Doroth, donc pour finir la réponse pour vous, au niveau des salles festives, donc elles sont réouvertes également. Jusqu'au 30 juin, on accueille les réunions dans ces salles, mais pas du tout de temps conviviaux. Donc, c'est-à-dire que les assemblées générales se tiennent sans pot, toutes les réservations des particuliers ne sont pas prises. Alors, si les mesures sanitaires le permettent, début juillet, on réouvrira les salles festives pour les temps justement de repas, etc. La salle du Châtenay est réouverte également, salle des Assauts, enfin tout est réouvert. Après, c'est la restriction au niveau de la jauge. D'accord, merci. Je vous en prie. Je vois que Madame Christine Gibès Ouais. a levé Une la main. question pour le caravane, Madame Robert. J'ai posé la question parce que donc nous, on devait réouvrir aujourd'hui. Bon, moi, j'ai un problème de connexion Internet, mais ça, c'est autre chose. C'est mon problème. Le caravane m'a dit qu'il fermait donc vraiment le 30 juin. Il ne serait pas possible d'aller jusqu'au 2 juillet. Alors là, vous êtes sur une structure pareille, qui a une gestion à part. Parce qu'en fait, au niveau du caravane théâtre, l'ouverture des salles en haut nécessite obligatoirement la présence d'un agent d'accueil. Ouais. Et on est sur des agents, des fois, qui ont un temps qui est annualisé. D'accord. Donc, c'était dommage. J'ai cours le jeudi 1er et en fait, ça m'embête de faire cours pour les autres et pas pour le jeudi. Donc, c'était juste une question comme ça, si c'était possible d'avoir la salle du caravane à Pic le jeudi 1er. Comme ça, j'ai envie de vous dire non. Si on vous a répondu non, enfin, je ne vais pas aller à l'encontre de mes collègues. Oui, non, c'est mais en revanche, juste parce que voilà, là, on ne va pas plus parler là tout de suite, mais je vous invite à m'appeler demain parce que j'ai envie de vous proposer autre chose du coup. Ok. Ou je vous envoie un mail si vous voulez. Ouais, non, appelez-moi, ce sera plus simple que par mail. Okay. Voilà. D'accord, pas de souci. À demain. À demain. Voilà. Donc, je vais vous remercier pour votre participation à tous.